Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Ici votre animateur comme à l'habitude, Hubert Côté. Et aujourd'hui, je suis avec Émile Arsenault, le fondateur de What the Fuck. Merci Émile d'avoir accepté l'invitation. Pour mettre un peu les gens en contexte, c'est quoi What the Fuck? Puis ça fait combien de temps que tu as lancé ça? What the Fuck, ça a commencé en 2020, en plein milieu de la pandémie, donc pas le meilleur timing que je me disais à l'époque, mais finalement, on en parlera plus tard, là, mais ça a été quand même bénéfique que ça parte à ce moment-là. What the Fuck, c'est des vêtements, c'est une compagnie de linge qui vend des sweatshirts, des t-shirts, qui ont un seul objectif, puis c'est faire rire les gens, c'est leur apporter du bonheur dans leur journée, qui en parlent avec leurs collègues au travail, faire rire les gens, puis c'est des expressions, c'est des jokes, c'est des jeux de mots. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste amener du bonheur aux gens au travers de vêtements. Génial. Puis probablement qu'il y a certains d'entre vous qui nous écoutent à la maison là, déjà vu un des designs assez humoristique. Je pense que ça a été assez viral. Là. Rapidement, vous êtes ramassé avec des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, de clients. Comment tu as vécu cette progression-là? Parce que tu sais, nous, veut pas, sur le podcast, là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'investissement. Clairement, tu as fait un très grand investissement en créant cette boîte-là, cette entreprise-là. Comment ça s'est passé au tout début, puis est-ce que tu t'attendais à ça, un tel succès ou? Non, c'est sûr que non, je m'attendais pas à un tel succès, mais j'ai été chanceux dans le sens que, tu sais, oui, ça a été un succès du début, mais pas au niveau, tu sais, qu'on est là aujourd'hui. Fait il y a quand même une certaine progression qui s'est faite au fil des années. Fait que j'ai comme plus eu le temps de réaliser ce qui se passait, de comprendre le succès justement qui est arrivé avec What the Fuck, plutôt que de commencer à 100 000 à l'heure en partant puis que du jour au lendemain ça change au complet. Oui, ça l'a changé au complet, mais reste qu'il y a eu une certaine progression qui s'est faite de façon standard, ben pas standard, mais steady là, si on évolutive. veut. Ouais, c'est ça. Puis en termes de chiffres de nos jours là, en 2023-2024, What the Fuck, ça représente quoi? Est-ce que tu es toute seule dans les opérations? Est-ce que tu as une équipe? Je suis le seul propriétaire à 100%, puis c'est pas des employés qu'on a au niveau fiscal, c'est nous, on fait affaire avec des sous-traitants, dans le fond. Fait que tous ceux-là qui emballent les commandes, qui produisent les chandails et tout, c'est pas des employés, mais ils travaillent au What the Fuck, si on veut, là. Fait que c'est des sous-traitants, mais je suis seul qui gère les opérations complètes. OK. Puis, vous avez combien de clients, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce que tu veux, combien de clients tu veux dire? Total, admettons. Ben, admettons, notre liste de courriels est à peu près à 223 000 personnes. OK, wow. Mais tu sais, ça représente par année, en ce moment, on commande à peu près 30 à 35 000 commandes par année. Fait que, je sais pas comment tu peux mesurer un client, c'est quoi? Si tu quelqu'un qui achète, si tu quelqu'un qui achète Ouais, pas. parce que vous avez des clients qui achètent plusieurs... Oui, c'est ça aussi. Fait que tu sais, mais je peux te dire qu'au total, depuis le début, What the Fuck est à peu près à 66-67 000 commandes réalisées. Wow, c'est fascinant. Puis, tu sais, j'ai l'impression que notre génération, on voit beaucoup comme le e-commerce, comme une certaine ruée vers l'or ou tu sais le dropshipping. Est-ce que avant de partir ta marque de vêtements, est-ce que tu as eu d'autres expériences qui ont pas eu nécessairement un succès? Non, pour vrai, je suis vraiment chanceux. La première essai que j'ai fait, ça a super bien fonctionné en partant. Puis c'était une des raisons pourquoi je voulais me lancer là-dedans, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. Tu sais, au début, il n'y avait pas d'investissement de ma part, à part peut-être 200-300$. Fait que ça me permettait justement, je me disais, bon, ça va être une expérience. Il y a des bonnes chances que ça marche pas comme beaucoup d'entreprises, mais finalement, ça a super bien fonctionné. Mais tu sais, il faut dire que j'ai quand même un bac en finance puis un MBA. Fait que je suis pas parti de zéro non plus, mais c'est ma première vraie expérience d'entreprise. Mm-hmm. Non, c'est fascinant. Puis, selon toi, tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs comme une question de timing, etc. Mais ça reste que, tu sais, en 3 ans, 70 000 commandes, c'est pas négligeable, là, on s'entend, là. Puis, tu sais, il y en a plein, là, qui essaient de partir des marques de vêtements, là, tu sais, c'est quelque chose qui est excessivement compétitif. Selon toi, puis je sais que c'est toujours difficile à répondre comme question, mais pour aider les gens à la maison, peut-être à se lancer ou essayer de suivre un peu tes pas, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es différencié des autres? Ben, justement, comme on parlait au début, ce que je me suis rendu compte, c'est que le timing dans lequel je suis arrivé, c'était probablement le meilleur timing que je pouvais avoir. T'as beau mettre tous les efforts, tout le temps, l'énergie, il y a toujours un facteur chance, timing qui est important dans n'importe quelle entreprise qui a du succès. Fait que le fait que ce soit la pandémie, que tout le monde est à la maison sur leur téléphone, que tout le monde voulait porter des sweatshirts parce qu'il était en télétravail, le fait que il y a eu une vague aussi d'encourager local, c'est comme ça a tout fait un gros melting pot d'événements qui ont fait que ça m'a permis d'avoir du momentum au début, puis de voir tout de suite un retour sur mon investissement en partant.
ce qui m'a beaucoup motivé à continuer par la suite, à investir et tout. Mais si j'avais pas eu cette espèce de déclic-là au début, de OK, je vois le momentum, je vois le potentiel de où que ça peut aller, je serais sûrement pas encore en train de le faire aujourd'hui. Tu sais, si ça avait pris 2 ans avant que What the Fuck soit rentable, sûrement que ça serait fermé, tu comprends. Mais vu qu'à la semaine 2, c'était rentable, pas beaucoup, mais tu sais, je voyais quand même où ça pouvait s'en aller. Ben, ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en ce que j'avais puis de continuer juste à développer cette marque. Puis, je suis curieux, tu sais, les coûts de démarrage, ultimement, d'une entreprise, un e-commerce comme le tien, là, c'est quoi les coûts initiaux, dans le fond, associés à quelqu'un qui aimerait se partir, tu sais, un e-commerce, comme tu l'as fait? Les coûts initiaux, c'est ce qui est le fun de ce modèle d'affaires-là, c'est que c'est toi qui décides. Tu sais, moi, j'aurais pu partir la première journée et dire, je mets 5 000$ en marketing, j'achète des panneaux partout, je mets des pubs sur Facebook et tout. Mais la plupart du monde ne veulent pas commencer avec un investissement aussi gros que ça sans que tu aies testé un peu ton concept, savoir si ça fonctionne. Fait que tu peux commencer avec 100$ puis tu vois ce que ça fait. C'est sûr que tu n'auras pas les mêmes retours que quelqu'un qui mettrait 5 000. Mais je veux dire, c'est des étapes qui se franchissent au fur et à mesure. Puis tu peux commencer avec le montant que tu veux. Là. C'est ce qui est le fun. Puis dans le vêtement, c'est tellement accessible partout que tu n'as pas besoin d'un investissement de 25 000$ pour commencer ce type d'entreprise-là. Là. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi ça. C'est vraiment à ta discrétion le montant que tu peux mettre pour commencer. Puis j'imagine que les coûts, c'est le Shopify, le site web en ligne. Le domaine, des trucs de même, mais tu sais, tu peux t'en sortir en bas de 1000 là, facilement, même en bas de 500. Puis est-ce que j'ai l'impression que, tu sais, c'était en 2020, peut-être que ça fonctionnait bien. Est-ce que, tu sais, en 2023, 2024 ou 2025, tu sais, t'en vois probablement beaucoup, là, des marques, ascendantes ou, tu sais, des marques en déclin, dans l'industrie du e-commerce. Est-ce que tu penses que de nos jours, c'est encore possible de faire, tu sais, d'avoir une bonne croissance dans une industrie, aussi compétitive? Dans e-commerce, tu parles en général ou vraiment plus dans le vêtement? Vêtements e-commerce. Hein? Ben oui, mais je pense que tu sais, on le voit avec TikTok, surtout là, l'arrivée des nouveaux marques, des nouvelles compagnies qui se forment, c'est souvent des créateurs qui sont derrière, puis c'est du monde qui crée du contenu pendant peut-être des années avant même de lancer un produit, puis qu'ils ont vraiment une communauté qui est engagée plutôt que commencer comme moi je l'ai fait avec juste des annonces Facebook que personne te connaît et tout. Je pense que ça, c'est rendu peut-être un peu plus difficile à faire. Mais je pense que quelqu'un qui a une passion qui tripe sur les vêtements, mettons, ou qui tripe sur la poterie ou peu importe, puis qui décide de créer du contenu autour de ça, puis qui se rend compte qu'il y a du monde qui réagisse à ça, il y a du monde qui aime aussi les mêmes choses que moi, fait que ça te permet de créer une genre de communauté, puis qu'eux soient prêts à acheter la journée où toi, tu es prêt à sortir un produit avec. Là. Fait que je pense que c'est plus sur le long terme qu'il faut que tu développes cette relation-là en date de 2023 qu'en 2020, où est-ce que je pense que c'est un peu plus facile. Puis, tu sais, ta littératie financière ou le fait que tu aies quand même des bonnes connaissances en investissement, est-ce que ça t'a mis en confiance par rapport... Tu sais, j'imagine que tu as réinvesti massivement, là, veux pas, quand tu as vu que ça fonctionnait. Tu sais, pour avoir autant de dizaines de milliers de commandes en si peu de temps, c'est clairement que chaque dollar que tu générais était réinvesti probablement là, à un certain point. Est-ce que selon toi, ça t'a donné un edge de bien connaître les finances puis de bien connaître les chiffres? Ben, c'est sûr que oui, mais tu sais, pour vrai, j'ai vraiment appris sur le tas puis comprendre aussi, OK, qu'est-ce qui est possible, parce que quand tu commences ça, tu te dis, OK, je vais faire des journées de 100 000 à chaque jour, tu sais. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est que c'est des ups, des downs, des ups, des downs. Fait que c'est de comprendre surtout ces cycles-là, comprendre qu'est-ce qui est possible dans le volume du Québec, mettons, du marché du Québec, puis de réinvestir, tu sais, à part 2020, 2021, 2022, chaque dollar qui était fait retournait dans What the Fuck. Je vivais chez mes parents encore, en fait, au début. Puis c'est juste cette année que j'ai commencé plus à me gâter et en profiter. Mais tu sais, ça fait 3 ans sans arrêt que tout était réinvesti dans What the Fuck. Non, c'est impressionnant. C'est quand même un sacrifice qui est important que souvent on voit pas avant. Je pense que tu le fais quand tu vois que ça rapporte aussi puis que ça grossit. Tu sais, je veux pas juste brûler de l'argent puis dire OK, ça va finir par marcher parce que on s'entend que les chances que ça marche sont pas tant hautes, mais quand tu vois que ça fonctionne puis il y a un engouement et de l'attraction, ben là c'est le fun de tout réinvestir puis de dire OK, je délaie dans le futur le moment que je vais en profiter pour que ça soit encore meilleur. Ouais. Puis on parle beaucoup d'investissement sur le podcast, hein, d'investissement boursier, qu'il y a d'investissement de plus en plus immobilier, puis également des PME. Mais je trouve que tu veux pas dans un projet entrepreneurial, c'est évidemment que c'est plus risqué, mais ça reste que le retour potentiel est immense. Là. Toi, à un certain point, j'imagine qu'à chaque dollar que tu remettais, ça t'en générait comme 2. Right? Ouais, ben c'est ça. T'sais, j'avais le choix entre OK, je retire des profits de What the Fuck, je le mets dans le S&P 500, on en fait 8-9% par année, ou ce dollar-là, je le remets dans What the Fuck, puis il va doubler, il va tripler cette année. C'est fou. La question est même pas
c'est moins textbook si on veut que dire OK, je sors 400$ par mois de paye puis tu me mets dans le S&P 500. Tu sais, ça, c'est vraiment plus méthodique. Mais quand tu as une entreprise, tu as cette flexibilité-là de décider où tu alloues tes dollars. Fait que, Mhm. Puis pourquoi tu as opté pour un modèle aussi décentralisé où tu es vraiment le seul employé, tu sais, où c'est tous des contractants? Pourquoi tu n'as pas décidé d'avoir ta propre chaîne de production? Parce que j'imagine qu'avec le volume que tu as, tu pourrais techniquement Ouais. là, avoir tes propres Ben, warehouses. je vais te répondre avec une question simple, c'est que, admettons, la fête de semaine passée, j'étais allé avec ma blonde à Chicago, je me suis pas posé de questions, Mhm. je me suis couché le soir, j'avais pas d'employés qui rentraient pas, j'étais pas stressé, j'avais pas de texte, tu sais, au final, c'est une question de style de vie que tu fais, de, OK, je sacrifie un peu d'argent là, parce que oui, ça serait plus rentable de le faire tout par mois, mais là, tu as d'autres problèmes, ta qualité de vie est pas la même, tu sais, au final, moi, j'ai parti cette entreprise-là en me disant, je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Comment je mets en place les pions pour que ça marche. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est pas une question qui est rationnelle, c'est une question qui est purement qualité de vie, style de vie. Mhm. Non, je pense que c'est une belle philosophie. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que la génération antérieure de nous, c'était beaucoup des travailleurs acharnés, tu sais, qui se glorifiaient un peu par justement le fait de toujours travailler, tu sais. Fait que je trouve que c'est une belle victoire d'être en mesure justement de gérer son succès en fonction du temps que tu veux allouer à d'autres choses. Ouais, ben c'est ça. C'est moi, au final, la raison pourquoi je l'ai une entreprise, c'est pour ça. Puis beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça aussi, c'est pour avoir cette liberté-là. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se revirent, qui se rendent compte que si je travaille 70 heures par semaine, puis je vois jamais mes amis, je vois jamais ma famille, ils disent, moi, ça fait comme pas de sens dans ma tête. Oui, au début, t'as pas le choix parce qu'il faut que la roue tourne, mais à un moment donné, d'enlever un peu le pied sur le gaz, puis de pouvoir profiter de tous ces efforts-là, ben je trouve que c'est dans mon cas, moi, j'aime mieux ce style de vie-là que l'autre. Mhm. Absolument. Puis, tu sais, clairement, des what the fuck, il n'y en aura pas deux au Québec, là, tu sais, on s'entend, le rendu où est-ce que vous êtes. Ça paraît simple la façon que tu l'expliques, là, mais tu sais, pour avoir baigné un peu dans ce milieu-là, tu sais, c'est très difficile là, de gérer, ben oui, tes investissements, tu sais, c'est bien beau que ça t'en génère $1, mais tu sais, tu le mets où, puis c'est quoi les stratégies que tu adoptes, tu sais. Y a-tu des techniques un peu universelles que les gens qui écoutent le podcast pourraient appliquer pour un projet divers ou pour l'univers du e-commerce, tu sais, que tu as réussi qui fonctionnait bien pour Je te toi? dirais que le vrai game changer qui est arrivé quand je me suis mis à pas essayer de vendre 24 heures sur 24 heures sur 24, il y a beaucoup d'entreprises que je vois sur Instagram que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent leurs produits. Nous, on a les meilleures chandelles, nous, on a les meilleurs t-shirts, mais le client, il envoie des milliers de posts comme ça par jour, puis le monde réagisse moins avec ce type de posts-là qu'il y a des posts qui sont aucunement reliés à la vente, sont quand même reliés à ton entreprise. Par exemple, nous, on fait des blagues, on fait tout ça, on fait des posts Instagram, Facebook qui font rire le monde, mais qui ont aucun branding what the fuck. C'est pas dans le but de vous vendre un t-shirt, c'est vraiment juste dans le but d'apporter de la valeur au client, de le faire rire, de le faire partager nos posts. Ça, c'est des posts qui se disent OK, ils essaient pas de rien me vendre, fait que leur défensive est comme plus, leur garde est baissé un peu plus. Fait que ça fait l'algorithme aime beaucoup ce type de posts-là parce qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de partages. Puis ces posts-là nous permettent ensuite de vendre à plus de monde parce qu'on a plus d'exposure, parce qu'on est allé chercher plus de monde avec l'algorithme. C'est comme toute une roue qui tourne de pas essayer de tout le temps vendre parce que le monde, il envoie assez des publicités, il envoie assez notre produit c'est le meilleur, notre chantier. C'est vraiment ça, c'est de se mettre dans apporter vraiment de la valeur au client plus que d'essayer de vendre puis de prendre tout le temps. Mhm. Puis ce que j'ai appris un peu avec Live puis le podcast ultimement, c'est est-ce que c'est un produit que je consommerais, tu sais, at the end of the day, là, tu sais, le podcast, je l'ai fait un peu à la base pour moi, tu sais, pour avoir la chance de parler à des gens intéressants, puis je trouve que, tu sais, quand tu réussis à, justement, pas vouloir être un profit à tout prix, là, tu sais, je veux dire, nos podcasts, on est quand même, tu sais, on a le plus gros podcast au Québec sur l'investissement, puis, tu sais, on n'a pas de publicité, là, ni en intro, ni à la fin, ni au milieu, tu sais. Puis, je sais pas, c'est un choix personnel, c'est sûr que oui, on laisse de l'argent sur la table, mais à the end of the day, j'aime vraiment mieux que les gens retirent de la valeur au maximum que de juste bombarder les gens de ads. Là, on se fait tellement bombarder. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, tu veux-tu le faire pendant 1 an ou tu veux le faire pendant 10 ans? Moi, je trouve que la différence est là. Tu sais, moi, au début de What the fuck, j'ai appris ça en prenant de la maturité dans ce domaine-là, c'est vendre. Mais maintenant, c'est vraiment développer une relation avec les clients. Vraiment penser pas à ton premier gilet que tu vas acheter, mais à ton deuxième, à ton troisième, puis pas d'accélérer les choses pour rien. On sait, tu sais, exemple, tu vois une publicité pour la première fois de What the fuck, on sait que c'est dans 6 mois que tu vas acheter. Fait que, tu sais,
admettons, là, je dis des exemples, là, mais quand tu vois dans cette optique-là de long terme, t'as beaucoup moins le besoin de toujours vendre puis toujours promouvoir des produits. Puis, ça a plus ou moins rapport, mais est-ce que toi, tu es allé chercher de la dette pour ta croissance? Je sais que tu es un actionnaire, mais est-ce que tu es allé chercher comme un prêt à la BDC ou tu es vraiment allé 100%, juste réinvestir les profits? Juste réinvestir les profits, ouais. C'est fou quand même. Puis ça l'a jamais ralenti vraiment ma croissance parce que j'ai pas eu à acheter une usine, j'ai pas eu à acheter des machines, j'ai pas eu, cet investissement-là, je le fais par unité quand je les vends en payant mon sous-traiteur, si on veut, mon sous-traitant. Fait que j'ai jamais eu à avoir besoin de 500 000 $ du jour au lendemain pour ouvrir quelque chose. C'est juste vraiment, les profits sont réinvestis en publicité, en marketing, ce qui fait juste grossir la marque. Puis la section opération, vraiment concrète des t-shirts, ça, c'est pas la partie qui moi m'intéresse, fait que je la sous-traite à quelqu'un d'autre. Non, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Puis, ultimement, tu sais, what the fuck, c'est quoi un peu le futur de what the fuck? Comment tu vois ça dans 5 ans? Est-ce que tu es là pour 10 ans, dans le fond, chez What the Fuck? C'est quoi un peu ta vision? Je sais pas, ma vision, je la connais, mais je sais pas c'est quoi le futur de What the Fuck dans le sens que je pense que dans le marché qu'on est au Québec, admettons, moi, mon target, c'est Canada français. Là, on peut rentrer l'Ontario un peu là-dedans. Mais c'est tellement un petit marché comparé à l'exemple aux États-Unis que dans ma tête, t'as pas le choix si tu veux continuer de grossir, de développer des nouveaux produits, de se détacher complètement du vêtement, que ce soit une boisson énergisante, que ce soit des palettes de chocolat, peu importe. Là. Mais je pense que c'est ça le futur des 5 prochaines années, c'est quand tu as acquis une certaine notoriété, comme je pense que nous, on commence à faire, c'est que là, tu peux vendre plein d'autres produits connexes à un coût d'acquisition du client qui est presque nul parce que tous ces clients-là, tu les as déjà acquis. Fait que le marketing se fait pour gratuit, si on veut, aller acheter notre boisson, aller acheter ici, sans devoir payer pour d'autres publicités supplémentaires. Ouais. Puis est-ce que dans cette industrie-là, tu sais, le e-commerce, je connais un peu, mais pas tant que ça, tu sais, des marges saines de profit, mettons, dans l'e-commerce, est-ce qu'on parle de l'ordre du 30% ou... Ouais, c'est à peu près ça. C'est sûr que là, tu sais, tu peux investir plus si tu veux, mais tu sais, il y a tout le temps un rendement qui est décroissant à un moment donné. Là, tu pognes une espèce de OK, là, je mets 2000 $ par jour aujourd'hui sur Facebook, mais 3000, tu ne feras pas nécessairement plus de ventes, puis 4000 non plus. Fait que tu sais, il y a toujours un sweet spot à prendre. Mais ouais, à peu près 30-33% pour ma part. Ouais. Puis est-ce qu'il y a d'autres, parce que veux pas le nerf de la guerre là, dans un projet, que ce soit à but social ou lucratif, tu sais, c'est veux pas la vente ou d'être en mesure de convaincre les autres de ton idée. T'en as nommé une bonne, là, l'authenticité puis le fait de justement pas essayer de vendre à tout prix. Ouais. Est-ce que t'en as découvert d'autres, des stratégies qui fonctionnent bien, que les gens à la maison pourraient peut-être appliquer pour un projet entrepreneurial? Pour vrai aussi, on a vu quand même une certaine croissance dans What the Fuck quand on a vraiment double down sur TikTok. Tu sais, d'avoir un visage sur la marque qui est pas juste sur Facebook, il y a une photo de profil ODP, tu sais, de voir c'est qui, ok, c'est lui, c'est Émile Arsenault, c'est lui qui fait les gilets, c'est lui qui fait ça, c'est tout. Fait que je pense que justement, là, c'est pas juste vendre, mais en plus que la compagnie ait un visage qui est reconnaissable, que le monde identifie à la marque. Je pense qu'aussi, ça, c'est une des bonnes façons là, de créer T'as vu un impact direct en personnalisant un peu ta marque puis en la rendant plus personnelle? Ouais, puis au début, tu sais, j'étais pas gêné, mais je me disais, je veux-tu vraiment être sur TikTok? Mais tu sais, à la fin de la journée, tu crées ton contenu, tu fais ce que toi, ça te tente. Je suis pas sur TikTok en train de faire des danses puis tout, là, c'est... au final, le but, c'est quand même de vendre des t-shirts, là, mais ouais, d'associer un visage à la marque, je pense que ça peut être quelque chose. Puis c'est pour ça que beaucoup de marques ont des ambassadeurs, ont des influenceurs, parce que justement, le monde associe ça à la marque. Puis, j'imagine que tu baignes, tu sais, tu vas probablement des conférences sur le e-commerce, tu vas probablement t'inspirer ailleurs. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que tu trouves intéressants? Parce que veux pas, toi, ta job en tant que directeur, c'est de voir un peu c'est quoi les nouveautés puis c'est quoi les dernières technologies ou les derniers secteurs qui sont en forte croissance. Est-ce qu'il y a que ce soit relié ou pas à l'univers du t-shirt, mais est-ce que toi tu vois des zones dans e-commerce qui pourraient être un investissement intéressant pour les gens à la maison? Là, je parle pour What the Fuck parce que c'est quand même une compagnie qui est plus mature qu'une compagnie qui débute, mais c'est sûr que l'intelligence artificielle va complètement changer la façon que la vente en ligne se fait. Là, moi, je pense que je voyais des exemples, justement, j'écoutais un podcast, puis le gars, il disait, dans le futur, là, admettons que tu vends des t-shirts, le mannequin va être, si toi, t'arrives, t'es une personne blanche, le mannequin va te ressembler.
si tu magasines du Kenya, le mannequin va être de couleur noire. Tu sais, fait que ça va être vraiment personnalisé à chaque utilisateur différent. Puis, tu sais, le site web tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense qu'il va complètement changer avec la réalité virtuelle, que tu pourras vraiment magasiner comme si c'était en vrai, mais en ligne. Fait que ça, je pense que là, on n'est pas rendu là encore, là, mais je pense que ça, c'est deux grosses tendances là, qui vont complètement changer. Parce que imagine si tu peux faire comme si tu étais en boutique, mais avec tous les avantages du en ligne, qu'il n'y a pas de limite de place, il n'y a pas d'heure d'ouverture, il n'y a pas de. Tu sais, là, c'est comme le jackpot, là, si on veut. Ouais, le meilleur des deux mondes, c'est fascinant. Puis est-ce que ultimement, tu sais, c'est quelque chose que tu souhaites adopter dans le fond? Tu sais, parce qu'il y a toujours une course au premier qui l'adopte, là, souvent, ce genre de technologie-là, Ouais. tu sais. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu souhaites mettre tes efforts Oui, prochainement ou? oui puis non, mais c'est tellement un milieu que je connais pas Mhm. que c'est tant que c'est pas un package qui est tout déjà prêt à utiliser, un peu comme Shopify ou quelque chose, je pense pas que je vais l'adopter tant que ça. Juste parce que moi, dans mon cas, ça me donne pas grand chose d'être le early adopter là-dessus. C'est Mhm. plus un risque que d'autre chose que ça plante puis que ça marche pas. Euh, fait que pour What the fuck, je sais pas à quel point je vais être dans les premiers et tout. Mais lorsque ça va être la normale, c'est sûr que oui, là, c'est sûr que ça va être Mhm. intéressant. Puis, je serais curieux de t'entendre peut-être moins sur ton entreprise, mais plus l'investissement en général. Tu sais, clairement, l'argent, c'est un sujet qui est tabou au Québec. Euh, Toi, c'était quoi ta perception un peu de l'argent quand tu étais jeune? Est-ce que c'était quelque chose qui était comme très peu parlé puis que t'étais pas très entouré ou c'est quelque chose au contraire qui était quand même accessible puis Euh, C'était pas tant parlé dans ma famille. C'était comme, on manque jamais de rien. Puis, tu sais, mhm, on n'a même pas besoin d'en parler parce que c'est pas un sujet. J'ai l'impression que ceux-là qui en parlent beaucoup, ou bien qui en parlent de façon négative, c'est eux qui en manquent puis qui sont stressés à cause de ça. mhm, Mais moi, mes parents ont jamais vraiment mis d'emphase là-dessus. Puis je pense que ça a été bon pour moi de pas réfléchir à ça, ben de pas m'inquiéter avec ça quand t'es enfant, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis tu sais, mes deux parents sont entrepreneurs, fait qu'ils connaissent un peu cet aspect-là face au risque d'être entrepreneur, face au risque de l'argent aussi. Là. Fait mais j'ai eu la chance d'être dans une famille où il n'y avait pas ces problèmes-là. mhm, mhm. Non, c'est quand même important. Puis dans un point de vue de challenge économique, là, tu sais, on enregistre, c'est ça, 2023-2024. Toi, est-ce que tu le vois affecter dans ta PME, dans ton commerce, les conditions économiques ou c'est pas quelque chose qui... Ben, pour vrai, ce qu'on a fait, ce que j'ai décidé de faire là, il y a à peu près 3 4 mois, c'est de baisser tous les prix. Ce qui est vraiment rare qu'une entreprise fait ça, mais on avait beaucoup de commentaires comme quoi nos vêtements étaient chers, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, ils étaient un peu plus chers parce qu'ils sont imprimés ici à Québec et tout. Mais on a pris la décision justement dans l'optique de long terme de baisser les prix, de dire OK, regardez, on baisse. Nos sweatshirts ont passé de 70 à 60, nos t-shirts de 45 à 40. Fait que c'est quand même des diminutions qui sont importantes. Puis tu sais, ça a fait l'effet contraire de OK, il y a beaucoup plus de monde qui achète, il y a beaucoup plus de monde. Tu sais, le pause qu'on a fait pour dire qu'on baissait nos prix, je pense, ça a atteint 300 000 personnes. Fait que on le ressent pas tant parce qu'on a pris des mesures pour pas trop le ressentir, dans le sens qu'on a pris une baisse de prix, puis on essaye de vendre plus d'unités au lieu d'essayer de Mhm. faire plus d'argent sur la modèle. Ouais. Puis, ultimement, tu sais, la genèse de What the fuck, je pense que tu l'as raconté à quelques reprises, là. Mais est-ce qu'il y a d'autres marques qui t'intéressent ou que tu trouves inspirantes dans lesquelles tu réussis à rebondir ou tu sais, à te ressourcer? Parce que souvent, c'est le fun d'avoir accès tu sais, à What the fuck, les gens pourront les voir puis tu sais, comprendre plus en détail ce qu'est le produit. Mais toi, là, tu sais, en tant que créateur, veux pas, il est là le challenge, là, c'est comment arriver avec une idée, Ouais. right, innovante qui va faire en sorte qu'il y a un effet wow. Euh, est-ce que, tu sais, comment tu as fait pour arriver à cette idée-là de, Le what the fuck? ouais. Je pense qu'il y a quand même une idée conçue que il faut que tu te lances en affaires quand tu as la meilleure idée du monde, quand que là tu sais, t'es prêt, c'est là, je sais que je sais que ça va fonctionner, mais moi c'était pas ça mon approche, c'était OK, what the fuck, c'est ma première idée, ça va-tu marcher, je sais pas. Le nom est drôle, ça va. Tu sais, c'était vraiment juste j'essaye parce que je me disais justement, il y a des bonnes chances que ça marche pas. Ça va être une première expérience derrière la cravate, puis je partirai d'autres choses après. Fait que tu sais, j'en suis arrivé c'était la première idée qui m'est venue par la tête, que je voyais qui était faisable, dans le sens que ça me coûtait pas 10 000 $ à commencer. Puis je me disais,
j'ai comme eu un flash dans ma tête imagine la publicité Facebook qui dit tu vois le gilet What the fuck, c'est écrit le résumé de l'année 2020. Mettons ça, c'est vraiment la première publicité qui est devenue virale. Puis c'était ça le flash que j'ai eu dans ma tête. Puis tu sais, quand tu commences une entreprise, t'es pas obligé de savoir les 5 prochaines années ont de l'air de quoi, là. Faut juste que tu commences, que tu prennes l'action de le faire, que tu t'investisses un peu. Fait que ça a été vraiment ça, là. Ça a été juste, c'est une idée qui est là, je pense qu'elle est bonne, go. Ouais. J'aime le fait que, puis c'est probablement que ça vient de ta famille aussi, mais tu sais, de pas être paralysé par l'analyse, là. Nous, on le voit souvent, là. Tu sais, on aide un paquet de gens à acquérir des PME, puis tu sais, même si c'est une opportunité en or, il y en a des fois qui vont commencer à analyser le deal, puis ils vont se dire, ah, je sais pas, alors que c'est super profitable, tu sais, puis que ça fonctionne super bien, tu sais. Il y a comme une espèce de déclic ou des fois une barrière. Peut-être qu'on apprend à l'école ou je sais pas où on se fait inculquer ça, mais ça peut être dangereux ultimement. Évidemment, tu sais, quand tu fais un investissement, tu veux être réfléchi aussi, mais à un certain point, surtout dans ce domaine-là, tu sais, c'est quand même relativement risqué, on se mentira pas, là. Faut avoir une espèce de déclic assez important. Là. Ben, tu sais, ce que j'ai appris là, avec cette analyse-là, au début, quand on commençait à sortir d'autres modèles, j'étais OK, là, faut que ça fitte avec l'image de marque, what the fuck, faut que ça soit ça, faut que ça soit ci, faut que ça soit ça. Puis c'était tellement réfléchi que au final, c'était pas what the fuck. T'sais, what the fuck, c'est spontanéité, c'est créativité, c'est le fun, c'est d'en sortir le plus que tu peux. Peu importe l'idée, c'est bon. Faut quand même que ça soit raisonnablement correct, là. Mais je veux dire, c'est d'en essayer tellement, puis après ça, avec le volume que tu en sors, là, tu peux identifier c'est lesquels les gagnants, puis c'est toujours améliorer ton modèle de création, mais c'est pas de dire OK, moi je sais ce qui va marcher, moi je sais ce que le monde veut, c'est parce que t'as aucune idée de ce que le marché veut. Au final, moi, c'est ça que j'ai appris, c'est les modèles que je sors que je trouve super cool, que moi je porterais, ils vendent pas, des fois. Des fois, un modèle que je dis personne va acheter ça, c'est le modèle qui vend le mieux. Fait c'est comme de toujours tester, puis le modèle d'affaires que What the Fuck a permet ce test-là. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'évolue pas assez par itération, là. J'ai l'impression que dans notre société, on se fait dire assez souvent de l'avoir du premier coup, là. Puis on dirait que ça rajoute une pression tellement immense. Puis ça met une grosse barrière à l'entrée, alors qu'en réalité, tu sais, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais tout n'est qu'une forme d'itération. J'ai l'impression que dans le domaine des affaires ou de l'investissement, c'est ça au bout du compte. Tu sais, mais il y a peu de gens qui l'appliquent dans leur vie. Puis moi-même, j'en suis coupable. Là. Des fois, il y a des choses que je dois remettre, puis j'attends parce que je me dis, tu sais, je vais peaufiner cette stratégie-là et tout. Alors qu'en réalité, c'est juste à quel point tu es en mesure de la mettre au marché le plus rapidement possible, récolter le feedback, puis construire là-dessus. Mais ça prend vraiment un déclic. C'est ça. À un moment donné, il y a ce déclic-là qui se fait, puis c'est là que ça passe à l'autre niveau, là, dans mon opinion. En ce moment, ça ressemble à quoi ton quotidien? Est-ce que tu es capable de vivre passivement, tu sais, de what the fuck? Parce que c'est un peu l'industrie du e-commerce, comme on entend parler sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est que ça peut devenir un investissement passif où tu sais, les commandes rentrent, tes campagnes publicitaires sont automatisées, ta production est automatisée, puis merci, bonsoir, tu peux faire le tour du monde. Est-ce que c'est vrai, cette espèce d'investissement passif-là? Non. En tout cas, dans ma tête, à moi, non, parce que les semaines ou les jours où, justement, je suis plus passif, je vois tout de suite un déclin dans les ventes. C'est à cette vitesse-là de quelques jours que je me dis, ben, on s'entend quelques jours, mais moi, dans mon cas, c'est zéro passif parce que la force de What the Fuck, ce que le monde aime, c'est qu'on sort un modèle par jour depuis 1 an et demi. Ah ouais, ok. C'est 400 quelques modèles en ligne. Fait que faut que quelqu'un les crée, ces modèles-là, faut que quelqu'un les pense, faut que quelqu'un mette les produits, faut que quelqu'un réponde aux critiques. Fait que il faut que quelqu'un répare des nouvelles campagnes Facebook. C'est tout le temps un processus qui recommence. Fait que c'est aucunement passif dans ma tête. C'est passif dans le sens que si je veux travailler une journée à minuit le soir, ben je peux. Si une journée je veux pas travailler, je travaille pas. Si une journée je commence à 5 heures, c'est ça l'aspect passif qui est plus une liberté, une flexibilité au final, là, mais jamais que je pourrais passer une semaine sans travailler. Ouais. Puis c'est fou quand même, un modèle par jour. Dans le fond, c'est toi-même qui crée chaque modèle. Ouais, ben avec mes amis, des fois, on dit un peu des niaiseries qui deviennent des idées. C'est comme j'en prends un peu partout. J'ai une liste pleine dans mon sel d'idées. Là, fait que c'est vraiment juste. Je sais que le 3/4 des idées qui sortent, ils marcheront pas, mais ceux-là qui marchent vont rentabiliser toutes les autres qui n'ont pas marché. Fait que c'est vraiment un jeu de test. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est une belle métaphore qu'on peut appliquer aussi, tu sais, tant le domaine que tes idées d'affaires ou même tes choix de carrière. Ben, peut-être pas nécessairement tes choix de carrière, mais tu sais, quelque chose que tu peux tester rapidement. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait pas assez, tu sais, de sortir tout ce que tu penses faire ou tout ce que tu as dans la tête, puis de les tester une par une, puis voir celles qui fonctionnent. J'ai l'impression que
c'est tellement pas pratique courante dans notre société, alors qu'en réalité, c'est comme Mais surtout en ligne. Tu sais, en ligne, c'est ça que ça te permet de faire parce que nous, on paye les vêtements ou on produit les vêtements à la demande. Fait que si quelqu'un achète un gilet noir, ben là, on va l'imprimer, on va y envoyer. Fait que tant qu'on l'a pas vendu, ce gilet-là, il ne coûte rien. Fait que c'est ça la force de ce modèle d'affaires-là. C'est juste de bien connaître ton produit, là. Ouais. Pour les gens qui voudraient en savoir plus là, sur cette industrie-là, est-ce qu'il y a des ressources que toi, tu consommes sur une base régulière qui t'aident à évoluer en tant que... YouTube.com. J'ai appris comment faire un site web sur YouTube. J'ai appris, tu sais, j'avais rien au début, là. Ça s'est passé sur YouTube. C'est comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. T'écoutes 5-6 vidéos, tu l'essayes, ça marche pas. Tu sais, c'est vraiment, moi, ça a été tout sur YouTube. Génial. Merci infiniment d'être venu sur le podcast. Pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur ton entreprise, ce que tu fais, j'imagine qu'ils peuvent aller sur whatthefuckshop.com. That's it. On va mettre les liens dans l'épisode pour celles et ceux qui veulent aller voir. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté, puis on se dit à la semaine prochaine.